Bonjour et bienvenue. Je suis Francis Bérubé. Je suis directeur des affaires provinciales pour le Québec à la FCEI. Je suis heureux aujourd'hui, en fait, d'être avec vous pour vous présenter ce webinaire sur une question importante, la cybersécurité. C'est un thème, c'est pas un thème qu'on aborde pour la première fois. On avait aussi fait un webinaire l'année dernière sur ce sujet-là important là, pour vous. Nous le savons très bien. Par exemple, pour information, on a déjà sondé nos membres sur cette question-là. Donc, selon un récent sondage, c'est près de 45 des PME qui ont été victimes d'une cyberattaque aléatoire au cours de la dernière année et 27 qui ont subi une attaque ciblée. Donc, en vue d'aider les PME à se protéger, la FCEI a lancé l'Académie de la cybersécurité. Nous allons y revenir avec nos invités aujourd'hui. Avant de vous présenter les invités, en fait, je vous rappelle qu'on a un Q&A. En fait, là, question pour poser vos questions. Donc, vous pouvez inscrire vos questions dans le Q&A en bas de la page. On va avoir une période dédiée, là, en fait, là, pour répondre à vos questions là, suivant la présentation de nos invités. Donc, on a aussi là, des questions qu'on a récoltées là, auprès de vous là, dans le cadre de ce webinaire-là. Donc, on va pouvoir aussi poser des questions à nos invités qui ont déjà été demandées. Ensuite, pour ce webinaire, je suis en compagnie aujourd'hui de ma collègue aussi avec moi, Marc-Essie Moya, qui est gestionnaire des ressources aux entreprises pour le Québec. Donc, Marc-Essie, bienvenue avec nous, parmi nous. Ensuite, nous avons également deux invités spéciaux avec nous. Donc, on a d'abord Chloé Amouyal, qui est spécialiste senior des cyberproduits chez Mastercard. Elle s'occupe notamment des nouvelles solutions mondiales de prévention des cyberattaques pour les institutions financières et les petites entreprises. Donc, elle a déjà fait un webinaire avec nous l'an dernier. Donc, re-bienvenue avec nous, Chloé, pour ce webinaire. Ensuite, nous avons avec nous aussi Geneviève Binette, qui est chef de l'équipe des partenariats stratégiques du Centre national de coordination de la cybercriminalité, le CNC3, donc associé avec la GRC. Madame Binette dirige d'importantes initiatives de mobilisation des intervenants dans le cyber-écosystème canadien. Donc, j'aimerais lui souhaiter naturellement la bienvenue avec nous. Donc, merci d'être avec nous, Madame Binette. Rapidement, pour l'ordre du jour aujourd'hui, c'est très simple. Nous allons faire un survol avec vous un peu des ressources offertes par la FCEI pour vous aider à renforcer la cybersécurité de votre entreprise. Ensuite, nous allons avoir la présentation de Mme Binette du CNC3 de la GRC, donc le cœur de notre webinaire aujourd'hui. Et ensuite, nous allons terminer, comme je vous le mentionnais, en entrée de jeu avec une période de questions. Donc, on va essayer de répondre à un maximum de vos questions aujourd'hui. Donc, voilà, je cède maintenant la parole à ma collègue Marc-Essie, à toi. Alors, plutôt, je vais passer la parole à Chloé qui va nous Chloé, parler pardon, oui, désolé. Oui, elle va nous parler un petit peu de notre partenariat avec Mastercard. Bonjour, merci et bienvenue à tous. Je m'appelle Chloé, je suis une spécialiste en gestion de produits à Mastercard. Et Mastercard sait que sans sécurité, il n'y a pas de confiance au commerce ou en paiement. Donc, nous sommes plus seulement la carte de crédit dans votre portefeuille. Nous sommes aussi une boîte de technologie qui a pour mission de rendre chaque personne, chaque paiement et chaque appareil sur Internet plus sûr pour aider les PME à améliorer la sécurité de leurs systèmes digitaux. Comme vous voyez, l'Internet est un environnement qui est facilement exploitable pour n'importe quelle entreprise, mais surtout les petites entreprises. Nous avons développé le centre de confiance Mastercard, où on fournit des ressources, des outils et des leçons gratuites. Vous pouvez chercher Centre de confiance Mastercard pour en savoir plus. Et à la fin de la présentation, j'expliquerai un peu plus de ce que fait le Centre de confiance. Mastercard est devenu partenaire de la FCEI parce que nos deux organisations sont très motivées pour aider les PME à réussir dans un environnement digital. Nous sommes vraiment ici pour aider votre entreprise à devenir plus résiliente et sécurisée. Je vais maintenant passer la parole à Marc-Essie. Parfait, merci beaucoup, Chloé. Alors,
Parce que la cybersécurité, c'est un enjeu crucial, nous savions qu'il fallait obtenir les bonnes informations pour protéger votre entreprise. Mais la FCEI n'étant pas experte en cybersécurité, nous avions besoin d'un partenaire qui le soit. Donc, heureusement pour nous, c'est Mastercard qui nous a apporté cette expertise. Et grâce à ce partenariat, nous avons pu créer l'Académie de cybersécurité de la FCEI. C'est une façon élégante de dire qu'on a créé des cours de cybersécurité en langage clair et rapide, destinés spécifiquement aux membres de la FCEI et à leurs employés. Donc, on a actuellement 6 cours disponibles et 2 autres qui seront offerts avant l'été 2023. Et ces cours comprennent des modèles d'une valeur de plus de 5 500 $, dont nous allons présenter quelques-uns aujourd'hui. Vous pouvez accéder à ces cours par le biais de votre portail de membres. Et je dois souligner que nous avons un concours en cours jusqu'au 31 mars. Pour chaque cours suivi par un apprenant, celui-ci recevra un bulletin de participation au tirage au sort dont le grand prix est de 10 000 $, ainsi que des prix régionaux aussi de 500 $ à gagner. Donc, nous avons le plaisir de vous annoncer que des milliers de cours sur la cybersécurité ont été suivis jusqu'à présent. Donc, ne manquez donc pas cette grande opportunité. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, il y a certains d'entre vous qui participent depuis longtemps à nos webinaires et vous vous souviendrez peut-être que notre webinaire sur la cybersécurité de 2022 avec Chloé et certains de ses collègues de Mastercard, nous partagerons l'enregistrement de ce webinaire dans le courriel de suivi de ce webinaire qui, comme toujours, contiendra une copie de la présentation et de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, pour résumer, ce webinaire a mis en évidence certaines mesures que vous pouvez prendre immédiatement pour protéger votre entreprise. Étant donné que 60% des petites entreprises ferment définitivement leurs portes après un incident majeur, nous avons pensé que Chloé pourrait passer en revue certaines des principales conclusions de ce premier webinaire. Alors, à toi, Chloé. Merci. Donc, je vais répéter un chiffre. 95% des cyberattaques sont le résultat d'une erreur humaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les risques peuvent être réduits en apprenant des moyens d'améliorer nos habitudes technologiques. Je vais en partager 4 aujourd'hui, mais si vous suivez les leçons de la FCEI ou du Centre de confiance de Mastercard, vous pouvez en savoir plus. Donc, pour commencer, vous pouvez réduire votre risque en 4 moyens. Le premier, c'est de créer des mots de passe sûrs et complexes. Ne réutilisez pas le même mot de passe sur plusieurs comptes. Ne communiquez pas aux autres personnes vos mots de passe et utilisez quand possible l'authentification à 2 facteurs. Aussi, c'est très important d'installer les mises à jour des logiciels dès qu'elles sont disponibles. Les mises à jour sont souvent conçues pour corriger les vulnérabilités connues des logiciels. Donc, les cybercriminels, ils savent quand les mises à jour sont publiées. Ils profitent donc de ces nouveaux vulnérabilités pour attaquer les sites qui ont gardé des vieux logiciels qui ne sont pas mis à jour. Donc, c'est très important de mettre à jour le logiciel. Il faut aussi apprendre à reconnaître et à éviter les différents types d'hameçonnage, tels que l'hameçonnage par courriel, l'hameçonnage par message de texte et l'hameçonnage vocal. On est souvent attaqué par cliquer sur des liens mauvais d'hameçonnage. Il faut aussi n'utiliser pas des clés USB, des clés de mémoire ou des clés non sécurisées. Si vous trouvez une clé USB peut-être par terre, dans le bureau, vraiment n'importe où, jetez-le sans l'insérer dans votre ordinateur pour voir ce qu'il contient. Une clé USB peut contenir des logiciels malveillants qui infectent votre ordinateur. Et bien sûr, il faut mettre en place un plan. En avance d'une violation de la sécurité, il faut trouver un plan au cas où ça arrive. Donc, utilisez le plan d'intervention
en cas de cybersécurité, la FCEI a publié un plan, donc Jocelyne peut pour en parler ensuite. Oui, merci Chloé, c'est exact. Donc, voici un outil que vous pouvez tous utiliser. C'est le plan d'intervention en cas d'incident de cybersécurité, le PIIC. Il a été conçu en pensant à votre entreprise. Donc, il s'agit d'un modèle de plan. Il est disponible dans votre portail de membres que vous pouvez utiliser afin de vous aider à planifier quand, pas si, mais quand votre entreprise a un incident. Il met l'accent sur la préparation à mettre en place pour minimiser les risques. Il vous guidera dans la manière de réagir à un événement, ce qui vous aidera à minimiser les perturbations et vous aidera à vous remettre de l'incident, car il vous permettra de réfléchir et d'apporter les changements nécessaires à la suite d'une violation. Donc, un PIIC est important parce qu'il peut vous aider à être mieux rassuré en matière de cybersécurité. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur l'assurance et nous aborderons ce point un peu plus tard, mais un PIIC peut également vous aider à signaler les incidents aux autorités, car il vous donne un compte-rendu écrit des événements et des mesures qui ont été prises tout au long de la cyberattaque. Sur ce, il est temps de passer la parole à notre invité spécial. Nous accueillons Geneviève Binet du CNC3. À toi, Geneviève. Merci beaucoup, Marc-Cassie. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, mon nom est Geneviève Binet. Je suis chef d'équipe, comme on l'a dit plus tôt, l'équipe des partenariats stratégiques du Centre national de coordination de la cybercriminalité, donc CNC3. Je me suis récemment joint au CNC3 seulement qu'en octobre dernier. Pour diriger d'importantes initiatives de mobilisation des intervenants dans le cyber-écosystème canadien, ce qui m'amène à vous, justement, aujourd'hui. Je voulais aussi signaler que mon collègue Idan est aussi en ligne pour me venir en aide, possiblement avec des questions, donc au besoin. Et j'encouragerai les participants de poser vos questions en ligne. On pourra donc vous répondre pendant la présentation comme telle. Donc, à deux, on devrait pouvoir couvrir vos questions de cette façon. Et je m'engage aussi à partager un document de questions-réponses dans les deux langues officielles après la présentation d'aujourd'hui. Donc, un document vous sera remis à la fin de la présentation, ainsi que la présentation en français, bien sûr. Donc, à la prochaine diapo, qui sommes-nous? D'abord, la GRC a mis sur pied le Centre national de coordination en cybercriminalité. Donc, si vous me permettez, je vais dire le CNC3. En 2019. Donc, une agence quand même assez nouvelle et une entité à elle-même au sein de la GRC. Donc, nous sommes composés de policiers, de civils, de diverses disciplines et de compétences. Et on collabore avec les organismes d'application de la loi et d'autres partenaires, surtout en vue de réduire la menace, bien sûr, les répercussions et aussi le nombre de victimes de la cybercriminalité au Canada. En tant que service de police nationale, le CNC3 offre des services à tous les corps policiers du pays. Donc, nous concentrons nos cybercrimes sur les cybercrimes assez complexes sur le plan technique qui ont d'importantes répercussions. Un exemple de ça sont les rançongiciels, évidemment. Donc, je dirais qu'à 85%, notre focus, si vous voulez, est surtout sur les rançongiciels. Donc, à la prochaine diapo, pourquoi sommes-nous ici? D'abord, notre mandat comprend 4 volets. Nous coordonnons les enquêtes sur les cybercrimes avec les organismes d'application de la loi partout au pays, mais aussi avec les partenaires de l'industrie. Nous fournissons des conseils numériques et une orientation et l'accès à des capacités techniques et très spécialisées à nos partenaires de services policiers canadiens. Nous produisons également des renseignements utilisables sur la cybercriminalité tels qu'il vous sera présenté aujourd'hui. Et finalement, nous travaillons en étroite collaboration avec le Centre antifraude du Canada pour établir des mécanismes de signalement afin de nous assurer que davantage d'incidents de cybercriminalité et de fraude sont signalés aux organismes d'application de la loi. On va parler du signalement en plus de détails dans les prochaines diapos. Donc, à la 4e diapo, un aperçu de la cybercriminalité au Canada. Vous allez voir qu'on a une tendance à la hausse de ces incidents liés à la cybercriminalité depuis 2019. Cette augmentation devrait se poursuivre au cours du premier semestre de 2023. Comme vous pouvez voir, il est important de noter que ces données, par contre, sont basées sur les rapports de police. Et on sait que pas tous les incidents sont rapportés à la police.
Donc, comme ces rapports sont peu nombreux, ces données ne donnent qu'une vision très limitée de l'écosystème cybercriminel. Et ce qui nous amène à la prochaine diapo. Donc, les chiffres, avec un petit peu plus de précision. Selon Statistique Canada, on estime que seulement 10 à 12 % des actes de cybercriminalité sont signalés aux organismes d'application de la loi. Ça veut dire que les 20 000 incidents qui devraient être signalés ne représentent qu'une partie des 200 000 incidents qui se produiront en réalité. Donc, il y a raison d'avoir des soucis et d'en parler comme on le fait aujourd'hui. À la prochaine diapositive, écoutez, le point, c'est que l'adversaire humain est très motivé et sans scrupules et capable de s'adapter. Alors, tout et chacun, comme ce qu'on essaie de déployer ici, évidemment en anglais, mais c'était vraiment pour donner un visuel sur comment les cybercriminels profiteront des événements d'actualité, comme la COVID d'ailleurs, ou des événements plus banals. Il y a eu des agressions à l'arme ici, même en Saskatchewan, pour adapter les Canadiens à en faire des victimes d'hameçonnage ou d'autres formes de cybercriminalité. Le ciblage se fait sans discernement. Si les cybercriminels pensent pouvoir gagner de l'argent sur votre dos, ben, ils essaieront de le faire. Ils ciblent les fournisseurs de l'infrastructure essentielle, comme les établissements de soins de santé. On le voit souvent dans les médias. Les établissements d'enseignement sont aussi victimes de ces crimes. Les cybercriminels s'attaquent aux grandes entreprises comme aux plus petites. Si votre entreprise est connectée à l'Internet, elle constitue une cible potentielle, quelle que soit la taille. C'est ce qui est important de souligner ici. Tous les types de cybercriminalité peuvent avoir un impact négatif sur votre entreprise, bien sûr. Le plus perturbateur d'entre eux et le plus signalé à la police est le rançongiciel. Les rançongiciels sont le résultat d'un accès non autorisé à votre système par ces cybercriminels. Ces derniers chiffrent vos données et demandent une rançon pour les déchiffrer ou lorsque le chiffrement n'est pas jugé nécessaire ou possible, ils exfiltrent vos données et vous font chanter finalement pour vous faire payer une rançon d'une valeur importante afin que vos données ne soient pas rendues publiques. La prochaine diapositive. On voulait ici représenter les incidents, encore ceux qui sont rapportés à la police par secteur. Donc, dans le secteur des services, que le nombre de victimes a été le plus élevé pour tous les cas de rançongiciel signalés par la police et soumis au CNC3, donc le secteur de services. Ce secteur comprend toutes les entreprises qui fournissent un service comme les cabinets d'avocats, un garage automobile, par exemple, un magasin de détail, etc. Donc, la majorité des entreprises du secteur des services appartiennent à la catégorie des petites ou moyennes entreprises, ce qui montre à quel point ce secteur est vulnérable aux rançongiciels et à d'autres activités cybercriminelles. Parmi les autres secteurs ciblés que vous voyez sur la diapo, citons les entreprises du secteur manufacturier, d'ailleurs, qui peuvent tolérer aucun temps d'arrêt, et les entreprises du secteur des technologies de l'information, de la communication, qui offrent vraiment une grande surface d'attaque en raison de la nature de leurs activités, bien entendu. Donc, à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, et merci. Donc, un impact significatif. Donc, les rançongiciels ont un impact sur tous les secteurs, comme on vient de le voir, tous les secteurs d'activité, les administrations publiques, les infrastructures essentielles, les fournisseurs de services informatiques, la chaîne d'approvisionnement, les petites et moyennes entreprises. Donc, toutes les entreprises peuvent être victimes d'une attaque par rançongiciel et on vous remercie de l'invitation aujourd'hui pour venir vous en parler. Malgré la pression croissante exercée par les organismes d'application de la loi et les gouvernements, on continue de voir ces incidents à une fréquence assez alarmante. Donc, le risque de ce type de perturbation augmente à mesure que notre monde devient plus branché. Notons tout particulièrement les attaques de chaînes d'apprivoisonnement où un fournisseur de logiciels comme Kaseya est compromis, donnant accès à ses clients de toutes sortes d'informations assez compromettantes. Ce n'est pas un problème exclusivement américain, comme on a vu sur une diapo précédente. On voit que le Canada est aussi beaucoup touché.
Les auteurs de ces rançongiciels fonctionnent comme des entreprises. Ils ont un nom et ils ont une réputation. Le CNC3 et beaucoup d'autres partenaires d'application de la loi au pays tentent d'identifier les acteurs et les groupes ayant les plus grandes incidences dans ce domaine pour concentrer finalement nos efforts sur leur désorganisation et leur élimination. Ces efforts nous ont permis de démanteler l'infrastructure de groupes très prolifiques comme Hive, que vous avez sûrement suivi aux nouvelles. La collaboration internationale est aussi très importante et a également permis d'arrêter et de démanteler les auteurs ou groupes ayant le plus grande incidence au niveau international. Donc, on travaille au domestique et à l'international afin de perturber cet écosystème sur une grande surface. Donc, à la prochaine diapo, bon, mais de qui on parle? Qui sont ces cybercriminels? Ils ont des motivations diverses, viennent de tous les horizons. Il peut s'agir d'un ado au sous-sol de chez ses parents, comme il peut s'agir d'un groupe d'arrière-garde financé par l'État et hautement qualifié, et finalement n'importe où entre ces deux groupes extrêmes. La plupart des cybercriminels ont des motivations financières, on ne s'en cache pas, mais ils ont aussi parfois des objectifs politiques et sociaux. Comme pour d'autres emplois, si on veut bien, les cybercriminels jouent différents rôles dans l'écosystème de la cybercriminalité. Pour réussir une attaque par rançongiciel, il faut souvent une certaine coordination, donc entre différents cybercriminels jouant chacun un rôle vraiment distinct. Souvent, ce qu'on voit, c'est vraiment comme une entreprise en soi. Un même cybercriminel peut aussi avoir des compétences variées, remplir plusieurs rôles, mais chaque rôle ou capacité est nécessaire pour bien orchestrer et avec succès leur attaque par rançongiciel. Une attaque par rançongiciel type orchestrée par l'un des principaux groupes menant cette activité peut comprendre un courtier d'accès initial, des affiliés, donc celui qui achète l'accès ou l'obtient par lui-même et s'associe à un groupe de cybercriminels pour déployer ce rançongiciel et compromettre le système de cible. Quelqu'un qui est responsable de l'exfiltration des données aussi, de négociation. Ils ont même un soutien à la victime, si on veut, où cette personne négocie avec la victime pour tenter de la convaincre que sa seule option est de payer leur rançon et qui vont l'aider finalement dans ses démarches. Et enfin, le blanchisseur d'argent qui blanchit donc le produit de la cybercriminalité une fois la rançon payée. Il s'agit ici souvent de la personne qui assure que l'affilié, le groupe ou celui qui développe le rançongiciel soit payé en bout de ligne. Donc, un adverse quand même d'importance quand on regarde de cette façon. À la prochaine diapositive, on vous présente ici la cybercriminalité comme service. Donc, les cybercriminels d'aujourd'hui qui remplissent ces rôles distincts ne sont pas difficiles à trouver. Compte tenu de sa rentabilité, la cybercriminalité est une activité très attrayante pour beaucoup de personnes qui souhaitent gagner très rapidement de l'argent. Les services de cybercriminels sont proposés sur les places de marché et les forums du web clandestin. Donc, une personne comme moi qui n'a pas de tendance ou d'habilité technologique très avancée peut, sur ce qu'on appelle le dark web, aller vraiment acheter les outils nécessaires afin d'orchestrer ces crimes. Donc, évidemment, les sites web ou les domaines qui constituent ce web clandestin, le dark web, ils n'apparaissent pas sur Google. Il faut vraiment un logiciel spécial qui anonymise la connexion pour consulter ces sites ou ces domaines. Il existe des listes ouvertement partagées de ce qu'on appelle les URLs, qui finalement est en oignon, mais d'autres ne sont pas aussi faciles d'accès. Donc, de nombreuses communautés du web clandestin sont fermées. Il faut une invitation donc, pour y accéder. C'est sûr que ça complique le travail afin de les trouver. C'est finalement une diapo pour vous expliquer la complexité
et en même temps la facilité d'accès à tous ces outils. Donc, parmi les services offerts sur ces différents forums du Dark Web, on y trouve des services de réseau de zombies, les données de services distribués, donc les DDoS dont on entend souvent parler, le hameçonnage, beaucoup d'outils là-dessus, les courtiers d'accès initial, des logiciels malveillants, y compris les rançongiciels comme service. L'hébergement sécurisé, les services de RVP criminel, le mélange et l'obscurcissement, j'ai du mal à prononcer ça, mais de la crypto-monnaie. Donc, ce qui rend le travail de suivi du service policier très complexe quand on parle de crypto-monnaie. Donc, voilà, la prochaine diapo. Bon, alors, pourquoi est-ce que je suis une victime et qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez deux exemples qui sont présentés dans les images. C'est sûr que nous, on est un service de police nationale. Donc, notre message est de signaler l'attaque à votre service de police local. Pour nous, c'est très important de signaler ce problème croissant aux services de police locaux afin qu'ils en prennent connaissance. En l'absence de signalement, comme on a vu, on estime recevoir entre 10 et 12% de signalement de ces attaques. Eh bien, sans ces signalements, la police ne peut évidemment pas enquêter sur les possibles responsables de cette activité. Donc, on vous demande à l'aide si vous voulez pour le signalement. Dans les cas où le service de police locale dispose de moyens assez limités et qui n'est pas en mesure d'enregistrer le signalement, d'envoyer l'information en ligne, eh bien, il s'agit de le signaler soit au CNC3 ou bien au Centre antifraude du Canada. Et donc, bientôt, dans le système national de signalement des incidents de cybercriminalité et de fraude, un nouveau système qu'on est en train de mettre en place, le CNC3 travaille vraiment très activement à rendre le processus de signalement moins contraignant pour la victime grâce à son nouveau portail de signalement de ces incidents de fraude ainsi que de criminalité. Donc, un système existe, il n'est pas très facile d'accès, c'est sur quoi on travaille, mais ce qui est important ici, c'est que vous avez l'option de travailler avec votre police locale, de faire le signalement au niveau national. Et la prochaine question, que fera la police finalement? Pourquoi est-ce que c'est utile de faire ce signalement? J'en ai parlé déjà un peu, mais le service de police locale va suivre toutes les pistes dans votre affaire et communiquera avec d'autres services de police au Canada, tels que le CNC3, pour voir si d'autres personnes ont été victimes du même acteur ou du même niveau. La mise en concordance de signalement à travers le Canada, c'est ce qui nous permet à la police de mieux comprendre l'espace cybercriminel et d'utiliser ses ressources limitées là où elles auront le plus d'impact. Le message clé, vraiment, c'est que la police, nous sommes très conscients du fait que votre priorité absolue en tant que victime est de remettre vos systèmes et votre entreprise en état de marche. Nous travaillerons en parallèle avec vos efforts de récupération. La police pourrait même aussi travailler en parallèle avec une entreprise tierce de récupération pour vous aider dans vos démarches. Et c'est important de savoir que la police ne va pas débarquer sur votre entreprise, saisir tous vos systèmes. C'est sûr que la police s'efforcera de créer le moins de perturbations possible pour votre entreprise. On comprend que c'est une situation très difficile et très délicate, donc on est là pour le soutien et pour finalement, comme on dit, perturber cet écosystème. Donc, la police a besoin de toutes les informations que vous pouvez lui communiquer. Il peut s'agir de copies des communications avec les cybercriminels, garder des copies de ces échanges, de tout indicateur de compromission, les rapports détaillés de journaux, tout ce que vous pouvez fournir à la police pourra nous aider à vous soutenir. La question qui tue, si on veut, devrions-nous payer? Les organismes d'application de la loi, le gouvernement du Canada ne recommande définitivement pas de payer une rançon aux cybercriminels. Donc, la position du CNC3, on a vu des cas où la victime a payé la rançon et a été victime d'extorsion une deuxième fois par un autre groupe à qui l'accès à son système a été rendu ou par le même groupe.
Donc, le CNC3 a aussi trouvé des données d'une victime qui avait payé sur un serveur d'exfiltration. Et donc, le message ici, c'est qu'il n'y a vraiment aucune garantie que les cybercriminels tiendront leur parole après que vous ayez payé la rançon demandée. Ce sont des criminels après tout. À la prochaine diapo, donc le nouveau système national de signalement des incidents, j'ai touché un petit peu tout à l'heure, donc c'est pour la cybercriminalité et la fraude en même temps. Notre organisation reconnaît que le signalement est parfois un processus compliqué, un processus lourd pour les entreprises, surtout en moment de crise. Donc, pour tenter de résoudre ce problème, nous développons un nouveau système national de signalement qui va permettre de signaler plus facilement tout acte et toute incidence de cybercriminalité. Nous construisons ce système d'une manière itérative en apportant des modifications fondées sur la rétroaction des utilisateurs et en mobilisant les intervenants pour nous assurer que le système répond vraiment à vos besoins et à ceux des organismes d'application de la loi. L'accent ici est mis sur l'expérience utilisateur et la recherche sur les utilisateurs afin de vraiment rationaliser, si on veut, simplifier l'expérience du signalement pour les entreprises. Donc, sur ce, je vous lance une invitation. Nous sommes actuellement à la recherche d'entreprises pour nous aider à tester ce site web que nous avons conçu spécialement pour signaler les fraudes, les escroqueries en ligne. Donc, au cours de la session, si vous êtes intéressé à participer, on vous demande de nous le signaler. Et ensuite, il vous engage à une session où nous passerons en revue votre expérience de la fraude en ligne et où nous vous demanderons de parcourir notre site avec nous et puis finalement de recevoir votre feedback et de nous aider à améliorer le site qui est encore en développement. Donc, si ce n'est pas fait déjà, mon collègue Idan va pouvoir vous partager le email qui finalement qui est dirigé vers moi. Donc, si vous êtes intéressé à faire partie de ce groupe de tests, de démos, de prototypes de ce site, je vous invite à communiquer avec moi. Il me fera plaisir de vous mettre en lien avec les gens qui développent ce produit. Donc, à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Super, merci. Donc, on nous demande souvent la question, alors comment est-ce que les organismes d'application de la loi s'attaquent à la cybercriminalité? Donc, vous avez fait un signalement à la police. Qu'est-ce que la police va faire? Le plus grand défi dans ce domaine, c'est que la cybercriminalité ne connaît pas de frontières. Les auteurs peuvent se trouver aux quatre coins de la planète sur des territoires qui ne sont pas disposés à collaborer avec les organismes canadiens d'application de la loi. Bien que les arrestations et les poursuites soient effectivement l'objectif ultime au début de chaque enquête, elles ne sont pas le seul résultat possible. Donc, il ne faut pas se décourager. L'arrestation de ceux qui facilitent, appuient ou commettent les infractions cybercriminelles au Canada ou à l'étranger n'est que l'un des résultats possibles. Ici, comme vous pouvez voir sur la diapo, on parle de prévention. La prévention et la perturbation sont deux autres voies d'action qui, à nos yeux, est essentielle. Donc, en termes de prévention, les enquêtes permettent parfois d'obtenir de nouvelles informations sur ces cybercriminels, voire d'accéder à leurs infrastructures. Cet accès légal, de pair avec la communication de renseignements en temps opportun, dans la mesure du possible, peut déboucher sur des activités préventives, notamment la diffusion d'avis préventifs aux victimes potentielles et l'élaboration de produits de sensibilisation pour faire connaître aux organismes d'application de la loi, de l'industrie et au public les différentes techniques, tactiques et procédures employées par ces cybercriminels. Donc, c'est une question de rester au-devant de ces organismes assez sophistiqués, finalement. On parle beaucoup de perturbations. Les enquêtes criminelles permettent aux organismes d'application de la loi à nouveau d'en savoir plus sur l'espace criminel en trouvant les infrastructures criminelles, les marchés de la cybercriminalité et leurs systèmes de paiement qui permettent à ces criminels de commettre leurs délits. Donc, lorsqu'il n'est pas possible d'appréhender un cybercriminel, parce que dans certains cas, il n'est pas possible de l'appréhender,
Les organismes d'application de la loi, donc, chercheront à perturber ces activités. Et comment on fait ça? C'est en démantelant son infrastructure criminelle. Les organismes d'application de la loi cherchent également à collaborer avec d'autres partenaires, tels que les fournisseurs de services Internet, les bureaux d'enregistrement et autres, afin de compliquer autant que possible la tâche à ces criminels. Donc, vraiment, le point, c'est que oui, effectivement, l'arrestation est idéale, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on fait dans le contexte de perturbation. Donc, un travail important. Je pense qu'il nous reste encore quelques diapos. Oui, donc, c'est un gros problème. Je pense qu'on se comprend là-dessus et c'est très difficile de régler. En raison de la nature transfrontalière de la criminalité, la lutte contre ce fléau vraiment requiert un effort concerté à l'échelle internationale. La lutte contre la cybercriminalité est un sport d'équipe où les partenaires, bien qu'internationaux, fédéraux, provinciaux et municipaux, doivent collaborer avec l'industrie et les victimes. On ne peut pas enquêter sur la cybercriminalité en vase clos. C'est pourquoi l'établissement de relations avec les services de police à travers le pays et au niveau international constitue une partie vraiment importante du travail de la CNC3. Pour faciliter cette tâche, la CNC3 a des représentants au sein de l'Alliance nationale d'intervention judiciaire et de formation contre la cybercriminalité et de Europol, 2 centres de collaboration internationale d'envergure dans la lutte contre la cybercriminalité. À la prochaine diapo, un peu plus sur comment nous travaillons finalement au niveau international. Lorsque les enquêtes aboutissent à des pistes en dehors du Canada, nous menons des enquêtes transfrontalières avec le service de police compétent. Dans beaucoup de cas, on travaille d'étroite collaboration avec les États-Unis. On travaille avec Homeland Security Investigation. Je ne suis pas certaine qu'ils ont un titre en français pour être très franche avec vous, et aussi avec le FBI. Donc, nous sommes employés à tisser des liens étroits avec ces 2 agences, notamment en intégrant un membre du Homeland Security Investigation au sein du CNC3. Donc, c'est pour vous dire à quel point on travaille très étroitement sur les enquêtes, sur la prévention, etc. La communication de renseignement est un domaine clé et la collaboration internationale est vraiment importante. Les mêmes acteurs trouvent des victimes au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays. Il est vraiment essentiel, de notre perspective à la CNC3, de partager cette information avec les services de police tels que, comme j'ai dit, le FBI aux États-Unis, HSI, Homeland Security, mais aussi avec Europol et les pays qui sont membres de Europol. Un dernier domaine, donc pour finir, où la collaboration internationale joue un rôle vraiment important, est celui de la formation. Donc, un exemple de cela, Jason de Homeland Security Investigations, qui a participé à la présentation en anglais, mais qui n'était malheureusement pas disponible aujourd'hui, a organisé plusieurs séances de formation pour notre organisme, donc la CNC3. Il apporte son expertise en matière de cyber-enquête sur des sujets comme le web clandestin, les crypto-monnaies. Donc, ce partage d'expertise et d'informations permet vraiment aux services de police d'améliorer leurs capacités, leurs compétences en matière d'enquête, ce qui, en fin de compte, leur donne de meilleures chances de frapper ces cybercriminels qui sont impliqués dans leurs divers dossiers. Donc, compte tenu de l'évolution rapide de la cybercriminalité, cette formation est vraiment inestimable. C'est ce qui permet aux services de police de ne pas se laisser distancer par les cybercriminels. Donc, ceci conclut notre présentation. J'espère qu'il y a des questions dans le chat. Il y aura une période de questions pour ça. Et comme je dis, on vous remet les documents après la présentation. Donc, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Geneviève. Et certainement, oui, il y aura une période de questions. Francis et moi, on prendra les questions par la suite. Je voulais tout simplement noter parce que
Comme on l'a mentionné, il y a beaucoup d'entre vous qui ont posé des questions sur la couverture d'assurance en matière de cybersécurité. Et la cyberassurance, c'est un outil qui peut aider à gérer les pertes résultant d'une cyberattaque réussie. Mais elle ne remplace pas une gestion bien équilibrée des cyberrisques, comme Geneviève nous l'a montré. Donc, une police d'assurance pour les cyberrisques doit compléter votre processus et les technologies que vous utilisez pour la cybersécurité. Donc, il ne faut pas oublier que la couverture d'assurance pour les cyberrisques, elle est relativement nouvelle, donc elle évolue constamment. Et on vous encourage donc à consulter votre représentant d'assurance pour savoir quelle couverture pourrait convenir le mieux à votre entreprise. Donc, pour vous aider, on a élaboré une liste de préparation à l'assurance cybersécurité en collaboration avec le Bureau d'assurance du Canada. Et ce document contient une liste de questions auxquelles vous devez pouvoir répondre au sujet de votre entreprise avant de souscrire à une police de cyberassurance. Et ce modèle est disponible sur le portail des membres de la FCEI. Et enfin, je tiens à souligner qu'on a conclu un partenariat d'épargne avec Northbridge Assurance. Il y a plusieurs d'entre vous qui le savent déjà. Donc, Northbridge offre à ses clients membres de la FCEI une assurance des cyberrisques sans frais supplémentaires. Donc, ça représente une économie d'au moins 175 $. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'offre exclusive de Northbridge, vous pouvez consulter notre site web en visitant fcei.ca/Northbridge. Donc, ça, c'est pour la cyberassurance. Donc, Francis, je vais te ramener pour m'aider à conclure la présentation. Oui, mais en fait, on va y aller avec la période des questions. Donc, je rappelle, là, dans le Q&A en bas, si vous avez des questions, là, vous pouvez les souligner là. Sinon, de notre côté, on avait quand même pris des questions déjà des questions préalables. Donc, oui, ben là, ça commence à rentrer. Je voulais voir, bonjour, comment retrouver le PIIC sur notre portail? Oui, donc si vous avez de la difficulté à le repérer, nos conseillers et conseillères aux entreprises sont disponibles à vous. Vous pouvez toujours nous appeler au 1-833-568-2342 et ça nous fera plaisir de vous assister à trouver les documents que vous recherchez sur le portail. Merci, Marc-Cassie. Ensuite, une autre question. Bon, est-ce que les petites entreprises devraient avoir une assurance contre la cybercriminalité? Certainement, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est crucial. Donc, ça supporte déjà les efforts que vous faites pour non seulement prévenir, mais aussi pour savoir quoi faire une fois que ça arrive. Donc, l'assurance est très importante, comme Geneviève nous en a parlé. Mais oui, on a les documents pour vous préparer à choisir la meilleure police d'assurance pour votre entreprise. Donc, ensuite, j'ai une autre question. Quelle est la meilleure liste de contrôles pour la prévention? Geneviève, est-ce que tu serais capable d'aider à répondre à cette question? Bien, ça me ferait plaisir, mais vraiment, ce qu'on a vu dans une diapo précédente, c'est que la FCEI a mis en un plan qui est excellent en consultation avec des partenaires tels que la GRC. Ça nous ferait plaisir de revoir vos outils, de vous offrir notre perspective, mais il existe déjà beaucoup d'outils. Idan va aussi mettre dans le chat référence à un site qui vous aidera beaucoup, No More Ransomware. C'est un projet super intéressant. Je ne suis pas certaine s'ils ont une plateforme francophone pour vous dire très franchement. Possiblement que oui. Énormément d'outils, d'exemples, de mise en situation et de scénarios possibles vus par d'autres organisations très comparables aux vôtres qui ont été mis dans de situations similaires. Donc, il existe beaucoup de ressources. Je viens de le voir dans le chat. Merci beaucoup, Idan. Donc, je pense que beaucoup d'outils à votre disposition. On peut aussi inclure ces liens additionnels dans notre document de référence. Merci beaucoup. Ensuite, je vois qu'il y a d'autres questions. Bon, quel est le meilleur moyen pour numériser des données sensibles et y avoir accès en ligne? Usage de VPN, par exemple? Donc, est-ce que c'est une question, je ne sais pas si Idan peut répondre ou
Sinon, comme je vous dis, nous, de notre côté, c'est sûr, on va répondre à plusieurs des questions aussi, là, notamment en suivi. Peut-être un autre exemple. Comment les cybercriminels savent qui cibler, en fait? C'est quoi le processus? Puis, donc, c'est une des questions aussi qu'on avait. Oui, ben c'est une question intéressante. Je ne peux pas m'élaborer tellement sur leur processus. Je m'associe pas tellement à ce groupe, mais ce qu'on voit, la tendance, c'est qu'ils s'attaquent de plus en plus aux petites entreprises, petites, moyennes entreprises, parce qu'évidemment, les grandes entreprises, si on prend exemple, on peut prendre exemple Microsoft Bell, si vous voulez, et tout, ils ont des mesures en place assez robustes. Et donc, on voit que la tendance commence à s'enligner un petit peu plus sur les petites et moyennes entreprises parce qu'ils jugent qu'ils sont moins sécures, plus vulnérables, etc. Donc, je peux parler au niveau de la tendance. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces conversations, de vous outiller à vous protéger. Et puis, en termes, je vois les questions là, qui apparaissent. Est-ce que les antivirus nous protègent? Certainement, les antivirus vous protègent. Je ne suis pas en mesure de vous conseiller sur lesquels, mais à nouveau, des sites comme No More Ransomware Project ont certaines recommandations là-dessus également. Peut-être une autre question. Les choses sont-elles sécurisées sur le cloud? Maintenant, je n'ai pas mené d'enquête sur le cloud. Je ne sais pas, Idan, si tu as une perspective à offrir. Est-ce que l'information sur le cloud est sécurisée? Je pense que le message en général, c'est que, à moins qu'Idan me fait signalement, je pense qu'il était encore en ligne. Mais je pense que le message finalement, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a aucune entreprise, même la police, si on veut, n'est pas au-delà d'une attaque. Tout est possible. Comme je disais, c'est des organisations très sophistiquées. Donc, il faut s'outiller pour prévenir ces attaques et pour répondre. Parce qu'on dit toujours, c'est pas si, c'est quand. Alors, je ne sais pas, Idan, si tu as plus de connaissances que moi sur le niveau de sécurisation du cloud, moi, c'est un peu au-delà de mon expertise. Utiliser le cloud peut être très bénéficiel pour l'organisation, mais comme les autres fournisseurs de technologie, tu dois demander les questions comme où le data est, et puis c'est toujours une solution en site. Tu as juste accès avec tes systèmes et tu dois comprendre cet risque aussi. OK. Merci. Est-ce que Marc-Essie, tu voulais... je vois ici que ça dit « Recommandez-vous OnePassword ou d'autres gestionnaires de mots de passe? » Il y a des gestionnaires de mots de passe qui sont très efficaces. Oui, j'en ai pas un à vous recommander aujourd'hui, mais j'en utilise un moi-même, donc si ça peut être un guide. Mais écoutez, je pense que la clé, c'est de les changer régulièrement, de ne pas les réutiliser. C'est vraiment ce qu'on peut vous conseiller, les meilleures pratiques. Merci. Donc, peut-être, quels sont les meilleurs outils? On a fait un peu un tour, mais quand même, quels sont les meilleurs outils efficaces? On peut faire un résumé un peu contre la cybercriminalité, les meilleures pratiques, peut-être rapidement. C'est les meilleurs outils, là, en fait, qu'on pourrait utiliser là, pour se prémunir de cela. Oui, donc plusieurs outils, plusieurs ressources. On vous a donné No More Ransomware, certainement. Notre site web offre aussi l'information complémentaire. Un autre qui est très intéressant, c'est, et puis là, le titre m'échappe en français, j'aurais dû mieux me préparer, mais c'est getcybersafe.ca. Nos collègues et confrères au CCCS ont également beaucoup d'outils, tous l'information aussi, comment parler avec vos adolescents, par exemple, comment parler avec vos parents, vos grands-parents, etc. Donc,
sur comment se protéger au niveau personnel. Au niveau de l'organisation aussi, il existe beaucoup de ressources là-dessus. Je vous pointerai plus sur No More Ransomware. Excellent, merci. Est-ce que Marc-Cassie, tu veux souligner une des questions? J'essaie de voir s'il y en a d'autres qu'on n'a pas répondu. Ça dit ici, une fois que vous avez été victime d'une arnaque, quelles sont les options pour résoudre le problème ou traquer les pirates? Je pense qu'on a quand même assez bien répondu durant la présentation. Encore une fois, Geneviève nous a donné les indices, quel genre de personnes sont souvent ces pirates-là, comment les identifier, mais aussi les documents qu'on a pour vous, les modèles, les références qu'on a créées dans le portail aux membres, je pense qu'ils vont suffire pour bien répondre à ces questions-là. Mais encore une fois, on est disponible et certainement, si vous êtes déjà, parce que je vois qu'il y avait une question à propos de Northbridge, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une politique de cyber-risque additionnelle? C'est peut-être plus élaboré que celle qui est gratuite. Ça dépend vraiment de votre entreprise. Donc, si vous contactez votre représentant chez Northbridge, ils pourront vous dire exactement ce qui vous manque ou bien s'il y a une couverture qui devrait être encore plus approfondie, dépendamment des activités de votre entreprise. Excellent, bien, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter là, à suivre il y a le concours de l'Académie FCI de la cybersécurité, en fait, vous avez jusqu'au 31 mars. Donc, il y a des prix associés à la participation. Ensuite, on a quelques webinaires à venir. Donc, aperçu du budget fédéral à venir mercredi le 5 avril. Ensuite, on a succession, préparer la relève de votre entreprise le 18 avril. Et ensuite, on a perspective économique des PME le 26 avril avec nos économistes. Donc, je vous invite là, à vous inscrire en grand nombre à ces événements-là. Sinon, un immense merci à nos invités. Donc, je pense que c'était fort utile comme présentation. Puis sinon, écoutez, je vous souhaite un excellent reste de semaine. Et voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.